Très bien, on va démarrer. Donc, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à ce webinaire de lancement de l'enquête publique pour le projet de euh, parc solaire de Plaine-Vallée qui se trouve ou se trouvera sur la commune de Saint-Brice-sous-Forêt. Alors, je me présente Philippe Rémy, je suis directeur du développement économique et donc je suis l'animateur de ce webinaire. Je passerai la parole petit à petit, au fur et à mesure de la présentation, aux collègues du CIGEF et à Madame Marigot, commissaire enquêtrice. Alors, je vous précise que la séance est enregistrée. L'objectif de ce webinaire, il est double, hein, j'allais dire comme toute enquête publique, hein, c'est de vous présenter le projet, bien évidemment, et puis d'échanger sur le projet avec vous. Euh, sur la présentation, on va aborder les questions de caractéristiques techniques. On parlera du site, des enjeux, puis également de l'impact du projet pour le territoire. Et puis, l'objectif des échanges avec vous, c'est que, bien évidemment, vous puissiez poser vos questions et puis exprimer vos observations. Alors, c'est un projet majeur pour Plaine-Vallée, mais pas que, hein, puisque il a également beaucoup d'importance pour le département du Val d'Oise, qui est assez, comment dirais-je, en retrait, hein, par rapport à la production d'énergie renouvelable, en retrait par rapport à l'Île-de-France, qui elle-même est plutôt en retrait par rapport à la part des énergies renouvelables en France. Le déroulé de la réunion, donc je vais terminer l'introduction dans un instant et je passerai la parole à Madame Marigot qui va vous présenter les modalités de l'enquête publique. Ensuite, on abordera pendant 30 minutes avec le CIGEF le projet en question sur ses différents aspects techniques. Et ensuite, on arrivera au moment où effectivement vous pourrez poser vos questions de façon directe. Si vous ne les avez pas posées juste avant durant la présentation dans le chat, mais on en reparlera et on essaiera de conclure au bout d'une heure et demie, c'est-à-dire à peu près vers 20 heures. Donc, je passe la parole à Madame Marigot, commissaire enquêtrice, qui va vous présenter un certain nombre d'éléments de contexte réglementaire. Merci Oui, beaucoup. merci. Donc, je suis Socorne Marigot, commissaire enquêtrice, hein, commissaire enquêtrice. Un commissaire enquêteur, c'est la plupart du temps essentiellement désigné par le tribunal administratif. Là, en l'occurrence, pour ce territoire-là, c'est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, pour conduire cette présente enquête publique qui porte sur le projet, comme M. Rémy l'a dit, de centrale photovoltaïque sur le site qu'on dénomme le Mont de Sarcelles à Saint-Brice-sous-Forêt et qui va vous être présenté. Mais avant de rendre la parole à M. Rémy, je souhaite quand même en quelques mots vous restituer au préalable le cadre de cette enquête. Le cadre, c'est que cette enquête publique s'inscrit dans une procédure qui est préalable à la délivrance d'un permis de construire. C'est le parc photovoltaïque, justement, qui est porté par une maîtrise d'ouvrage public. Et l'enquête est régie par le Code de l'environnement dans son déroulé et elle vise, comme l'a dit M. Rémy, à vous informer et à recueillir vos observations. Vous avez également des questions que vous pouvez poser ce soir et tout le long, là, pendant tout le déroulé de cette enquête. Et pardon, vous pouvez également déposer des propositions hein, sur ce projet. Tout ça pour pouvoir éclairer la décision de l'autorité compétente qui va délivrer ce permis. En l'occurrence, c'est le préfet du Val d'Oise. Donc, l'enquête, elle, a débuté hier, mercredi 17 juin, et se clôturera lundi 20 juillet à 17 h avec 3 permanences que j'assurerai à la direction des services techniques de Saint-Brice-sous-Forêt aux dates suivantes. On le voit affiché, donc le 24 juin, l'après-midi de 13h30 à 17 h, le mercredi 17 juillet, et le lundi 20 juillet, toujours de 13h30 à 17 h. La réunion publique de ce soir, il y a également une seconde réunion publique qui est prévue le jeudi 9 juillet à la même heure,
parce que c'est une bonne heure pour que tout le monde puisse se connecter. Ces 2 réunions publiques avec les permanences, les 3 permanences, complètent ce dispositif pour vous offrir en fait un temps d'échange qui est à la fois direct et collectif pour ce projet. Le dossier d'enquête, qui va comprendre, comme d'habitude, l'étude d'impact environnemental, l'avis de la MRAE, c'est-à-dire de la mission régionale de l'autorité environnementale, et le mémoire en réponse du porteur de projet à cet avis de la MRAE, est consultable, vous l'avez peut-être vu, puisque c'est accessible depuis hier, par tout le monde, sur le registre numérique, mais également sous format papier, notamment à la direction des services techniques de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt. Donc, chacun, évidemment, peut faire valoir, comme je vous l'ai dit, ses observations par écrit sur les registres papier qui sont sur ces sites-là, mais je pense que le plus facile, c'est de le faire par voie électronique sur ce registre numérique. Comme ça, tout le monde peut consulter ça. Donc, voilà, mon rôle, c'est ça qui est aussi important, hein, de commissaire enquêtrice, c'est que parce que je suis désignée par le tribunal administratif, une personne qui est indépendante de ce projet. Je n'ai aucun lien avec le maître d'ouvrage, ni avec la collectivité ou les collectivités concernées. Mon rôle de commissaire enquêtrice est triple. Il est d'une part de garantir la bonne information du public, je dois être vigilante là-dessus, de recueillir l'ensemble des observations et des avis que vous exprimez pendant toute cette enquête-là, enfin de porter aussi un regard qui est impartial sur le projet, au regard de l'intérêt général et des enjeux surtout environnementaux. On verra quand le projet vous sera présenté. Et dans cette phase de consultation, je tiens quand même à rappeler que je ne suis ni pour ni contre le projet a priori. Je suis ici pour vous écouter, questionner la maîtrise d'ouvrage et m'assurer que toutes les voix soient entendues et prises en compte dans mon analyse qui, elle, figurera à travers mon rapport après la clôture du 20 juillet. Voilà. Donc, sur le registre, on le voit sur l'écran, hein, qui est mis à la disposition du public. Vous avez la possibilité de consulter le dossier. Voilà. Vous avez la possibilité également de consulter les observations qui ont été déposées. Et vous avez surtout la possibilité de déposer, à travers l'onglet « Consulter les déposer, votre contribution », de déposer vos observations. Et vous pouvez en déposer autant que vous voulez. Enfin, après, qu'est-ce qui va se passer à l'issue de cette enquête? Je vais ça a coupé. On l'a perdu. Bon. On attend 20 secondes. Ouais, on va attendre. Je crois qu'il y a juste son micro qui a été coupé. Non, parce que je ne la vois plus. Donc, oui, il y a un peu d'orage. Il y a peut-être un peu d'orage. vous m'entendez là maintenant? Ça y est, ça y est, on vous entend. Je n'ai pas compris pourquoi. Voilà. Donc, je disais, à l'issue de cette enquête, je vais disposer d'un délai pour rédiger mon rapport et mes conclusions motivées qui seront remis au préfet du Val d'Oise et évidemment au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Et puis, il y aura une transmission à la maîtrise d'ouvrage. Ce rapport sera également mis à la disposition du public à travers, sur le site de ce registre qui est dédié, numérique, là, et puis également sous format papier, notamment à la direction des services techniques de Saint-Brice-sous-Forêt. Alors, mes conclusions, comme d'habitude, dans tous les rapports des commissaires enquêteurs, peuvent être
favorable, défavorable, favorable avec réserve ou des recommandations. Et c'est un rapport qui, enfin, ces conclusions vont constituer un élément qui et vont aider à l'appréciation pour l'autorité compétente, hein, qui, je rappelle, est le seul décisionnaire pour délivrer ou pas un permis de construire. Voilà. Donc, je laisse la parole maintenant à M. Rémy, je la lui rends pour la suite. Merci beaucoup, Madame Marigot. Donc, concernant les questions, comme on vous le disait, vous allez avoir un moment après la présentation technique pour utiliser l'icône lever la main et directement poser vos questions. Il faudra ouvrir le micro et éventuellement la caméra si vous le souhaitez, mais sinon, vous pouvez aussi poser les questions au fur et à mesure dans le fil de discussion, l'icône Q&R. Et on vous répondra après la présentation technique. Je vous rappelle une fois de plus que la séance est enregistrée et que vous pouvez voir le replay jusqu'au 20 juillet, date de clôture de l'enquête. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, on va vous présenter le projet en détail. Au départ, on a une friche à reconquérir avec une double volonté, hein. Reconquérir une friche qui est enclavée et qui est également polluée. La volonté également est de garder dans cette opération le contrôle sous maîtrise publique, avec, vous allez le voir, que des acteurs publics et parapublics pour le montage du projet, mais également pour son exploitation. Alors, on a affaire à un site de 8,5 hectares, un petit peu moins, 8,4, qui a un ancien terrain arboricole à l'abandon depuis au moins 20 ans, mais les choses se sont fait progressivement, hein, puisque l'activité arboricole est en déprise en fait depuis la fin des années 90. C'est des sites qui étaient, je dirais, de Grollet jusque à la Croix-Verte. On avait une continuité arboricole sur l'ensemble des communes. À Saint-Brice, il reste encore quelques activités, mais fin des années 90, on a eu une déprise progressive. Et sur le site qui nous intéresse, il y a eu malheureusement, je dirais, une accélération forcée, puisque à partir de 2007, des occupations illicites se sont succédées, donc il y en a eu 5 entre 2007 et 2022. Et la 2022, celle de 2022 étant extrêmement importante, puisqu'il y avait plus de 700 personnes. Et ces occupations successives ont généré un certain nombre de déchets. Alors, vous le voyez sur la photo, hein, avant 2008, donc en 2008, c'est-à-dire avant les premières implantations, on va dire, en façade, en fait, on avait encore un paysage arboricole. Et en 2024, c'est-à-dire aujourd'hui, alors la différence, c'est que la végétation a un peu poussé, donc les déchets sont un peu moins visibles, mais il n'y en a pas un seul qui a bougé, puisque tout est exactement, malheureusement, j'allais dire, encore en place. Donc, on a aujourd'hui 7200 tonnes de déchets qui se sont accumulés et qui ont généré une pollution, d'abord visuelle, bien évidemment, et ça compte, et une pollution de sol. Alors, ça compte puisqu'on est quand même en entrée de ville, on aurait pu mettre un S, hein, parce que, en fait, quand on arrive sur l'RD 301, on arrive sur Grollet, on arrive sur Saint-Brice, c'est presque une entrée de département quand on arrive de Paris. C'est un peu la sensation que ça donne. Et donc, c'est évidemment une grande détérioration paysagère. Pour mener ce projet, il a fallu qu'on travaille sur 4 séries de paramètres simultanément. La question du foncier et de la maîtrise foncière, parce que vous ne pouvez pas envisager un projet si vous n'avez pas de maîtrise foncière, bien évidemment. La question de la sécurité, qui doit être résolue de façon définitive. Et le projet envisagé permet aussi de résoudre cette question-là qui a été prégnante pour, je dirais, l'environnement, hein, puisqu'il y a une zone d'activité importante, et puis également pour les habitants. La cohabitation a été extrêmement compliquée. Il y a évidemment le paramètre pollution qui est important et que nous souhaitons également résoudre.
Et puis la question réglementaire d'urbanisme, le PLU, ou d'autres éléments un peu plus supracommunaux, qui est évidemment une question fondamentale, puisque on ne peut pas entreprendre du jour au lendemain ce que l'on souhaite. Il y a évidemment des règles strictes, et d'autant plus aujourd'hui qu'on est dans des logiques de sobriété foncière. Euh, Concernant les acteurs du projet, donc comme je vous le disais, il y a une vraie volonté de maîtrise publique de l'opération, et également de garder cette maîtrise publique. Les principaux acteurs, c'est l'agglomération d'abord Plaine-Vallée, qui est maître d'ouvrage du projet et qui a été à l'initiative de la démarche, qui est propriétaire des terrains et qui restera propriétaire des terrains, qui travaille en coordination avec le CIGEF et en partenariat avec la ville de Saint-Brice-sous-Forêt, puisque le projet, la commune accueille finalement ce projet, hein, ça se trouve intégralement sur la commune de Saint-Brice, et puis elle accompagne son développement, et en plus elle participe à son financement. Le CIGEF, qui est donc le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France, qui apporte son expertise technique, énergétique et même opérationnelle pour le développement de ce projet. La CEMAVO, qui est la Société d'économie mixte d'aménagement du Val d'Oise, la SEM, hein, la SEM du département. Euh, on dit que c'est la SEM du département parce que le département du Val d'Oise est le principal actionnaire de la CEMAVO, et donc elle participe directement au montage et au financement de l'opération. Et puis, comme on vous l'a indiqué, nous rejoindra plus tard la Banque des Territoires, qui rejoindra en fait le tour de table dès lors que le projet rentrera dans sa phase, comme on dit, prêt à construire. Donc vous voyez, l'ensemble des acteurs sont publics ou parapublics, et ça fait vraiment la spécificité de ce projet. Il y a une volonté de le maîtriser, il y a une volonté qu'il soit le plus bénéfique possible pour le territoire et pour les habitants. Et ces acteurs se sont donc associés, hein, je dirais c'est le terme, et ont créé une SAS, c'est la structure juridique, une SAS ENR intitulée Parc solaire de Plaine-Vallée, qui est en fait la société, hein, qui sera chargée, qui est de développer, de financer, de construire et surtout d'exploiter la centrale tout le long de sa durée de vie. Voilà. Donc, je vais passer la parole au CIGEF, qui va vous présenter, continuer à vous présenter les éléments du projet et les éléments techniques. Merci Philippe. Tant pis. Du coup, je vais représenter la partie technique. Donc voilà, je suis l'intervenant du CIGEF pour un peu resituer ce projet-là dans son environnement. Donc c'est un terrain comme a dit Philippe, de 8,4 hectares qui est enclavé. C'est-à-dire qu'il y a les départementale 301 à l'ouest, la voie ferrée, la ligne H au nord, la zone d'activité qui est implantée et qui continue de s'étendre au sud-est, et puis une zone d'habitation au nord. Ce terrain-là, en fait, est une entrée de ville, c'est-à-dire donc il est situé à Saint-Brice-sous-Forêt, mais en limite avec les villes de Sarcelles et les villes de Grelais. Euh, comme a dit Philippe, euh, de base, ce terrain-là avait pour une vocation agricole, mais depuis le milieu des années 2000, voilà, a subi de multiples occupations illicites qui ont dégradé ce terrain-là. Ce terrain-là. Si tu peux passer à la slide d'après.
Donc voilà, le site en l'état, je ne vais pas rappeler l'historique exact du site, étant donné que Philippe l'a fait. Mais voilà, le constat est qu'il y a 7200 tonnes de déchets sur le site, donc qui représentent environ 17 000 mètres cubes. Euh, et malgré le fait que la végétation euh, pousse et reprenne un peu ses droits, les déchets restent ici. Et justement, c'est un point que je souhaite, sur lequel je souhaite un peu insister, c'est que ce projet-là de parc solaire permet de financer le retrait de ces déchets. Et aussi pour rassurer un peu les riverains, quand on parle de pollution, il n'y a pas d'enjeu vis-à-vis de l'eau potable, car on n'est pas dans une zone de captage d'eau. Voilà. Euh, C'est posé la question, voilà, historiquement, à la suite la dernière occupation en 2022, du futur du site. Et du coup, la communauté d'agglomération s'est vraiment penchée dessus et a exploré plusieurs pistes. Euh, bon, a tout de suite écarté les habitations, une zone d'habitation du fait du bruit et puis de la pollution. C'est écarter aussi la solution de la zone d'activité, car justement on est en zone naturelle, donc ça n'était pas conforme au PLU et à l'objectif de zéro artificialisation. L'agriculture aussi a dû être écartée car elle ne répondait pas à un double enjeu qui était de sécuriser le site, Et puis le deuxième enjeu, c'était une question de coût, car la communauté d'agglomération avait justement estimé euh, le coût que prendrait justement le retrait des déchets et une dépollution pour vocation de l'agriculture et était estimé à plus de 3 fois la dépollution pour un usage photovoltaïque. Euh, et puis du coup, la dernière solution envisagée était le parc photovoltaïque qui, justement, un peu respectait toutes les cases, comme a dit Philippe. Donc, au niveau du PLU, qui demandait juste une mise en compatibilité assez simple du PLU, qui permettait, encore une fois, de financer le retrait de ces déchets, qui permettait de sécuriser le site, et en plus, qui permettait de répondre aux enjeux énergétiques du territoire où justement Plaine Vallée est en retard justement sur le développement de projets ENR, enfin d'énergie renouvelable. Si on souhaite justement un peu caractériser ce projet-là en quelques chiffres, donc c'est un terrain, donc, pour rappel, de 8,4 hectares. La puissance donc, installable est de 8,4 mégawatts crête, qui est l'unité de puissance d'un parc photovoltaïque, ce qui représente 13 000, environ 13 000 panneaux euh, ou modules photovoltaïques. Ces 13 000 panneaux vont produire euh, euh, grosso modo 9 gigawattheures d'électricité par an, ce qui équivaut à peu près à 1800, à un équivalent de 1800 foyers, une consommation d'électricité de 1800 foyers. Et justement, le dernier chiffre à retenir, c'est que ce projet-là a une fin, c'est-à-dire que le projet enfin, le projet photovoltaïque va pouvoir être exploité pendant 30 ans, et au bout de ces 30 ans, justement, il y aura un retrait de cette centrale photovoltaïque. Maintenant, si on rentre un peu plus dans la technique, ce projet-là est un projet tout à fait classique de projet photovoltaïque.
Euh, on n'a pas révolutionné les centrales au sol. Donc comment ça se passe? C'est des modules qui sont inclinés de 15 degrés vers le sud et qui sont fixés à à un système d'ancrage dans le sol. Et justement, si on parle de système d'ancrage et de fondation, donc j'en parlerai un peu après, mais les fondations euh, se caractérisent par des pieux battus, donc c'est des profilés en C qui seront enfoncés dans le sol, donc ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de béton, en tout cas coulé au niveau euh, des fondations. Pour compléter cette centrale, il y a deux postes de transformation qui transformeront l'électricité basse tension en haute tension, et puis un poste de livraison qui permettra de faire le lien entre le réseau privé et le réseau public de distribution. Pour sécuriser tout ce site, toutes les parcelles seront, enfin, l'entièreté du site sera clôturée, ce qui représente environ 1 km 4 de clôture. Il y aura un portail d'entrée du côté de la rue Eugène Oudry et le parc sera vidéo surveillé. Il y aura aussi des infrastructures pour la sécurisation et surtout pour l'intervention du SDIS. Donc, il y a notamment une citerne d'eau de 120 mètres cubes. Euh, voilà, nous, ce qu'on souhaite aussi mettre en avant, c'est que ce projet-là est conforme à la réglementation. Donc là, depuis 2022, il y a quand même eu un certain nombre de validations de l'administration, et encore une fois, de l'administration indépendante. C'est pas nous qui disons que notre projet est conforme mais c'est plutôt les services de l'État. Euh, il y a eu une déclaration d'utilité publique réserve foncière en 2022, euh, qui a été obtenue en 2025. Le projet aussi a fait l'objet d'une délibération en conseil municipal pour intégrer justement la zone d'accélération des énergies renouvelables. Euh, le PLU a aussi il y a eu une mise en compatibilité du PLU sur projet pour transformer donc la zone naturelle en zone naturelle pouvant accueillir du photovoltaïque. Euh, et voilà, et ce projet-là aussi est conforme à la non-artificialisation des sols. Et la dernière étape, justement, réglementaire, est le permis de construire, donc qui est instruite par la préfecture du Val d'Oise. Et nous sommes soumis donc, à enquête publique, donc c'est l'objet de cette réunion. Si on fait un petit focus sur justement le paysage, euh, quelques éléments à apporter, c'est que le point haut des modules photovoltaïques est élevé à environ, enfin, à un peu moins de 2,5 mètres. Et il y aura justement un travail réalisé pour effectuer un masque sur cette centrale photovoltaïque, à savoir qu'il y aura donc au nord du site un, un espacement de 50 mètres, enfin plutôt un évitement où on va laisser la végétation actuelle euh, sur 50 mètres vis-à-vis des habitations pour être sûr que les habitations euh, n'aient n'aient pas de visibilité, sachant qu'en plus les habitations sont, un- sont inférieures au site, enfin, sont
un peu en dessous, donc il y a vraiment pas de souci là-dessus. Et il y aura donc une continuité, pareil, un évitement qui sera réalisé côté voie SNCF. Et pour compléter ce masque-là, il y aura une haie qui sera plantée le long de la départementale et le long de la zone d'activité. Aussi, pour compléter un peu des potentielles craintes, ces modules-là sont noirs et anti-reflet, ce qui fait qu'il n'y aura pas de risque d'éblouissement depuis la départementale ou autre. Si maintenant on se focalise sur où va l'électricité, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène physique et le phénomène financier. Si on se focalise d'abord sur le phénomène physique, l'électricité est donc générée par les modules photovoltaïques en courant continu, puis est convertie par les onduleurs, donc du courant continu en courant alternatif, puis passe par les postes de transformation qui transforment l'électricité de la tension en haute tension, cette électricité est acheminée jusqu'au point de livraison qui fait en fait la limite entre le réseau privé et le réseau public de distribution. Puis cette électricité en fait va être répartie sur les consommateurs, sur les consommateurs les plus proches. Vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est que l'électron va au plus proche. Euh, pour un peu et apporter un chiffre, c'est que l'Île-de-France ne consomme, euh, ne produit pardon, que 10% euh, ne produit que 10% de sa consommation. Donc il y a un réel enjeu de justement sortir de cette dépendance énergétique et de produire localement son énergie. Et le deuxième volet, c'est le volet financier. Donc, si on peut rassurer justement les riverains, pour eux, rien ne va changer. Ils n'auront pas à changer de contrat. Leur facture d'électricité ne va pas être modifiée. Euh, Nous, justement, comment on va procéder? C'est que l'électricité va être vendue sur le marché et puis on va candidater à un appel d'offres de l'État pour sécuriser cette vente d'électricité sur du long terme, sur 20 ans, ce qui permet en fait de sécuriser notre modèle financier. Euh, voilà. Maintenant, si on passe aux études qui ont pu être menées et sur les garanties qu'elles apportent, tout au long du développement de ce projet, il y a trois études principales qui ont été réalisées. Thomas, si tu veux passer à la slide d'après. Euh, la première étude, c'est l'étude de pollution, justement pour caractériser et quantifier euh, la pollution engendrée par les déchets. Euh, Justement, il y a eu des relevés aussi dans les nappes souterraines. Il y a aussi donc une étude géotechnique qui a été réalisée pour justement définir techniquement les types de fondations. Donc, comme je vous le rappelle, les fondations, c'est des pieux battus, donc des profilés en métallique en C, qui sont ancrés dans le sol. Et la dernière étude, qui est justement la pièce maîtresse du permis de construire, c'est l'étude d'impact qui a été menée donc, sur différents volets. Donc le volet biodiversité, paysage, humain, patrimoine et physique. Et notamment, donc, on y retrouve donc, ce volet biodiversité, où il y a eu des relevés écologiques qui ont été réalisés sur toute une année entière sur les différentes saisons et qui ont pu voilà, quantifier la biodiversité présente sur le site.
Euh, Toutes les conclusions de ces études-là démontrent justement une faisabilité technique du projet de parc solaire. De parc solaire. Euh, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ces études-là, elles sont consultables justement sur le registre numérique. Vous y avez accès. Vous y avez accès. Si on se focalise justement sur le retrait enfin, sur l'étude de pollution, en fait, la pollution vient surtout des déchets. Et en fait, le projet pourra avoir le jour justement si on retire les 7200 tonnes de déchets avant la construction de la centrale. Chaque, chaque déchet sera trié, tracé et amené jusqu'à une filière qui pourra justement récupérer chaque type de déchets. Il y aura, alors même s'il n'y a pas d'amiante qui a été découvert sur site, il y aura quand même des levées de doute amiante pour s'assurer que justement sous les amas de déchets, il n'y a pas d'amiante. Et si on rappelle un peu le calendrier, euh, la début de la dépollution commencerait en février 2027 pour durer environ 3 mois. Encore une fois, je le répète, mais ce projet-là permet de financer justement le retrait de ces 7200 tonnes de déchets. Euh, Si maintenant on fait un focus sur les enjeux de biodiversité qui ont été soulevés par l'étude d'impact, l'étude d'impact a justement identifié plusieurs espèces protégées, notamment des 3 espèces d'oiseaux, donc la senteur mouchet, l'Hippoleis polyglotte et le serin cygni, euh, et quelques espèces de chauves-souris. Mais les chauves-souris, justement, il n'y a pas d'habitat sur le site, c'est seulement un terrain de chasse. Voilà. Donc on a retravaillé le projet justement avec les agents de l'État, avec la DREAT, pour justement que notre projet de parc solaire, en fait, prenne en compte ces enjeux de biodiversité. Et donc, en fait, à l'issue de ces échanges-là, justement, on a abouti sur une zone d'évitement d'environ 1 hectare. Donc en fait, c'est une bande de 5 mètres le long de la voie ferrée qui sera évitée. Donc c'est-à-dire que on va mettre au début du chantier, on va mettre des barrières pour s'assurer que ces zones-là ne soient pas impactées, ne soient pas touchées durant toute la phase chantier. Et puis après, durant toute la phase d'exploitation, sera laissée en l'état. Pour compléter justement ces mesures-là, donc le pétitionnaire s'est engagé à respecter 20 mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement. Je vous en ai dit déjà les principales mesures d'évitement, mais justement, ces mesures d'évitement sont complétées par des mesures de réduction pour justement limiter l'impact de notre projet sur les différents volets. Et l'étude d'impact conclut sur justement un impact global de faible à négligeable sur l'ensemble des volets, l'impact résiduel. Maintenant, au niveau de la sécurité et des incendies, justement, pareil, ce projet-là a été soumis à l'avis du SDIS. Donc, il y a une réserve d'eau de 120 mètres cubes qui a été implantée, enfin, qui va être implantée en entrée de site.
on a justement réalisé, enfin, on va réaliser des pistes périphériques en grave pour que justement les pompiers puissent avoir accès à l'ensemble du site. Euh, donc voilà, l'enjeu, les risques, oui, et puis aussi sur le risque d'incendie en lui-même, c'est vrai que, par exemple, le JT de TF1 de 20 heures nous a pas fait une belle pub sur les risques incendies, mais les risques incendies, même s'ils existent, ils restent faibles, et surtout, en fait, ils sont dus à une mauvaise installation, à des installations souvent chez les particuliers où les installateurs n'ont pas forcément de certification. Justement, nous, ça sera le cas. Il y aura des bureaux de contrôle qui vont vérifier que ça sera installé dans les normes, dans les règles de l'art. Donc le risque d'incendie est vraiment très minime. Concer- ouais, concernant justement le chantier en lui-même, euh, le chantier va durer environ 1 an. Donc va commencer par la dépollution et le retrait donc la dépollution, le retrait des déchets en février 2027 pour environ 3 mois, pour que en avril 2027 l'installation photovoltaïque commence pour une mise en service, donc début d'année 2028. Au niveau du chantier, il n'y a pas il n'y a pas de travail de nuit. Les horaires du chantier, c'est 7h, 19h. Euh, Au niveau du bruit, bah, il y aura forcément euh, un bruit qui sera engendré par le battage des pieux, mais qui sera vraiment condensé sur 2 mois. Et pareil, justement, on a fait en sorte que les habitations au nord il y a un retrait d'au moins 50 mètres vis-à-vis des habitations aux normes, et le son pourra aussi être atténué par la végétation. Et puis après, au niveau du trafic, euh, on a quantifié environ 2 passages de camions par semaine, avec justement un peu un pic pendant la dépollution, donc à environ 10 camions par jour, mais qui n'affecteront pas les habitations, étant donné que la circulation se fera rue Eugène Oudry, donc au niveau de la ZAC. Il n'y aura pas de passage au niveau des habitations. Et il y aura un huissier qui passera au début et à la fin du chantier pour s'assurer que les voiries ne sont pas dégradées par le chantier. Et maintenant, justement, à la fin du chantier et à la fin des 30 années d'exploitation, l'objectif, c'est justement que enfin, ce projet-là a été conçu pour être réversible. Donc, l'intégralité des modules, des fondations pourront être retirées. Ça fait partie justement de notre dossier de consultation des entreprises. C'est un critère du dossier de consultation des entreprises. Et justement, ce site pourra justement retrouver son aspect naturel initial. Maintenant, justement, pour resituer le projet dans un planning, donc Plaine Vallée a déposé le permis de construire en mars 2026. L'enquête publique, il y a d'abord eu la MRAE, donc l'autorité environnementale régionale, qui a émis un avis sur le projet qui a été publié en début juin. Et vous, pareil, vous avez accès à cet avis-là et aux mémoires de réponse que le pétitionnaire a réalisées sur le registre numérique. L'enquête publique, donc le permis de construire est soumis à enquête publique. Donc l'enquête publique, comme l'a dit Madame Marigot,
a débuté hier et se finalisera le 20 juillet avec une deuxième réunion publique mixte, donc présentielle plus, plus en visioconférence le 9 juillet à 18h30. L'objectif, c'est d'obtenir un arrêté de permis de construire euh, à la rentrée et à l'automne 2026 pour que justement on puisse commencer les travaux en 2027 et pour une mise en service en 2028. Voilà, peut-être je vais redonner la main à Philippe Merci pour... beaucoup. Merci Elliot pour l'ensemble de cette présentation. Donc, vous pouvez commencer à nous poser, à poser des questions directement à l'oral si vous le souhaitez, ou si vous hésitez, le chat est là, il n'y a aucun souci. Donc, je vois d'ailleurs qu'il y a déjà une première question. Alors, il n'y a pas de mauvaise question, donc n'hésitez pas, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, besoin d'une explication supplémentaire ou qu'on réexplique même quelque chose qui a pu déjà être dit, faites-le, c'est vraiment l'objectif. On est là pour ça et en plus, on a encore tout à fait le temps d'échanger. Première question, est-ce que le raccordement du parc photovoltaïque nécessite un renforcement de réseau? Et si oui, est-ce que ce renforcement est décrit dans le dossier soumis à l'enquête publique? Qui veut répondre? Thomas, Elliot? Oui, je peux répondre. Vous m'entendez bien? Merci. Oui, merci, on t'entend. Oui, très bonne question. Nous, on a réalisé déjà ce qu'on appelle une PRAC, une demande de raccordement anticipée auprès d'Enedis. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire la demande définitive et avoir l'offre définitive de raccordement d'Enedis, il faut qu'on ait d'abord l'autorisation d'urbanisme. C'est une des pièces demandées par Enedis. Mais en amont, on peut faire une demande sans pièce d'urbanisme pour qu'ils étudient déjà techniquement le projet et qu'ils nous proposent une solution. Et cette solution est un des points forts du projet. Et elle nous permet de répondre facilement à la question, c'est qu'il n'y a pas de renfort de réseau spécifique qui est nécessaire. Il y a une extension du réseau haute tension, mais qui se fait sur quelques dizaines de mètres uniquement, vu qu'on va directement en fait venir se raccorder au niveau de la zone d'activité qui est juste à côté, Limitrophe. à l'est de notre projet. Donc finalement, c'est vraiment des projets de raccordement, un projet de raccordement très minime par rapport à la taille du projet, avec uniquement une extension du réseau. C'est une solution du coup qui est techniquement assez simple, qui aura assez peu d'impact et qui est financièrement très raisonnable par rapport à la taille du projet. Très bien, merci Thomas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein. Alors, ce que je vous propose, comme on a un peu de temps, parce que il y a quand même, de façon générale, quand on présente ce projet, il y a d'autres questions qui viennent, notamment sur, par exemple, la première un peu, comment dirais-je, de base, au sens, la première qui vient, quoi. C'est pourquoi ce projet-là et pourquoi pas un autre usage? Donc, pourquoi ce projet? Pourquoi a-t-on écarté le reste? C'est Elliot, Thomas, vas-y. Oui, l'idée là, c'est d'aller un peu plus en détail sur certains points de la présentation pour apporter des éléments complémentaires et peut-être vous faire réagir un peu. Ça avait déjà été évoqué, hein, ce parc solaire, c'est le juste milieu entre ce qui pouvait être réalisé et ce qui était d'intérêt général. Plusieurs autres solutions ont été évoquées. Si on reste uniquement sur le spectre photovoltaïque, on aurait pu penser à de l'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme, la différence par rapport à une centrale au sol classique, c'est qu'on va venir coupler la centrale photovoltaïque avec le maintien d'une activité agricole. Et il faut que la présence de la centrale photovoltaïque offre un co-bénéfice à l'activité agricole. Ça peut exister sur certaines activités, notamment les cultures de fraises, où on peut apporter des ombrages, etc. Et ça peut se développer ainsi.
Malheureusement, comme ça a déjà été dit, il reste de la pollution résiduelle qui n'est pas incompatible avec un projet sol classique, mais qui l'est avec le développement de l'agriculture. Donc cette solution a été évoquée. On nous a aussi demandé pourquoi on ne fait pas du solaire en toiture, parce que on serait sur des espaces déjà anthropisés. On le fait, hein, le CIGEF ou d'autres tracteurs sur le territoire de Plaine-Vallée le font. C'est en effet très pertinent, mais ça, voilà, c'est pas propice au site et ça règle pas les enjeux de dépollution et de sécurisation. Et comme ça a été déjà assez bien expliqué, le logement était impossible hein, à développer sur ce terrain. En termes sanitaires, c'était impossible. En termes de compatibilité avec les documents supracommunaux, notamment sur l'exposition au bruit, non plus. Et puis, enfin, juste le bon sens euh, tend à montrer que c'était pas un endroit pertinent pour les logements. Et puis ne rien faire, c'était avoir la certitude que, a priori, les problèmes du passé allaient se réitérer et avoir une propagation de cette pollution qui est actuellement sur site. Merci. Je voyais que des gens écrivaient dans le chat, effectivement. Donc, une nouvelle question qui arrive. Comment s'assurer que les panneaux seront bien retirés en fin d'exploitation? Alors, on l'a un petit peu abordé. C'est la question en fait de la fin de l'exploitation, du démontage, voire même du recyclage finalement, parce que c'est une question qui revient souvent. Je peux continuer. Ah, voilà. Euh, Oui, oui. co- Mm. comment s'assurer là, c'est l'intérêt de ce qui a été présenté aussi au début, du fait qu'on soit sur un montage uniquement entre acteurs publics et parapublics, donc d'intérêt général avec une forte maîtrise du projet. Donc il y aura pas de risque forcément de coup bas ou autre. On a des intérêts tous alignés. On a surtout une convention d'occupation temporaire qui sera signée entre la société du projet et la communauté d'agglomération de Plaine-Vallée qui sera titulaire, enfin propriétaire du site, et dans lequel c'est très bien explicité noir sur blanc contractuellement, juridiquement, qu'à la fin des 30 années d'exploitation de la centrale, la société de projet Parc solaire Plaine-Vallée s'engage à démanteler la centrale et à remettre le terrain en état, avec entre-temps 30 ans qui se seront passés, donc un sol qui se sera naturellement régénéré. Ce qui aussi appelle à la question de qu'est-ce qu'on fait de tout ça une fois que c'est terminé. Eh bien, ce qui est important à savoir, c'est qu'aujourd'hui, euh, 94% des panneaux, enfin des composants d'une centrale photovoltaïque sont recyclables et que tout ça, c'est déjà prévu dès le début. Quand on achète les panneaux, en fait, on paye une sorte d'écotaxe qui permet de financer sa récupération et son recyclage. Il y a une filière nationale qui s'appelle Soren qui est chargée de récupérer tous les panneaux en fin de vie et de les recycler. Aujourd'hui, les premières centrales photovoltaïques commencent à arriver en fin de vie. Donc, ce sont des choses qui commencent à se mettre en place et qui se font très bien. Et évidemment, tout ça, nous on l'anticipe hein, dans tout ce qui est nos modèles financiers. On prévoit un coût de démantèlement et on provisionne des dépenses pour permettre ce démantèlement. Donc voilà, on a à la fois la possibilité technique de le faire, l'assurance qui a déjà une filière nationale qui le fait très bien et des engagements contractuels au sein de la convention d'occupation temporaire entre la société de projet et Plaine-Vallée, propriétaire du site, qui oblige à cela. Merci Thomas. On a encore des questions qui sont arrivées entre-temps. La première concerne la sécurité ou l'occupation. Alors, le site est-il toujours occupé illégalement aujourd'hui?
Donc, je vais y répondre à cette question-là. Donc, non, il n'est plus occupé. En revanche, il n'est plus occupé parce que il est surveillé alors, en permanence, parce qu'il y a des caméras sur site qui surveillent le site. Et puis, j'allais dire, on se relaie avec les collègues de Saint-Brice, que ce soit la police municipale, bien évidemment, ou la police municipale de Grelais également, parce que c'est limitrophe de Grelais, mais également, par exemple, les services techniques ou même nous-mêmes à la direction du développement économique, dès qu'on passe dans la zone d'activité, pour une raison ou pour une autre, à chaque fois, on jette un coup d'œil à la zone. Et il faut savoir qu'il est arrivé, malheureusement, parce que derrière, c'est quand même des personnes, hein, donc c'est quelque chose qui est évidemment assez malheureux, bien évidemment. Mais il est arrivé à plusieurs reprises que des personnes tentent de réoccuper le site. Voilà. Donc, on a une autre question plus technique concernant le stockage en batterie pour la restitution de l'énergie lorsqu'il y en a besoin, à savoir, y aura-t-il un stockage d'énergie BESS? Qui veut répondre à cette question? Je peux continuer. Allez, Euh, merci Thomas. non, non, il n'y a pas de stockage batterie prévu sur ce projet. C'est en effet une possibilité et des choses qui commencent peu à peu à arriver, de faire des centrales hybrides avec du photovoltaïque et une batterie en complément. Là, aujourd'hui dans le projet tel qu'il a été pensé, on est sur une centrale photovoltaïque simple, entre guillemets, en injection sur le réseau. Merci. Euh, Moi, je vous propose, Il y a une il autre y a un question. sujet souvent qui revient, qui est celui de combien ça coûte, qui finance un peu le processus de montage financier. Oui, j'ai vu qu'il y a une pollution qui est une pollution, pardon. Je viens de lire la question sur la pollution. Je la lis juste après. Combien ça coûte, qui finance, quelles sont les recettes? Le montage financier, c'est quand même assez spécifique et ça vaudrait peut-être le coup de donner quelques explications rapidement pour qu'on prenne d'autres questions. Ouais. Je peux continuer. Thomas? Ok. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est sur un investissement d'environ 7 à 8 millions d'euros, tout compris, avec dedans 1 million d'euros qui sont dédiés au retrait de la pollution sur site. Ce qui se passe, donc on a créé la société de projet Parc photovoltaïque, Parc solaire Pleine Vallée, qui est porteuse du projet, qui va investir, mais le gros de l'investissement va être sécurisé via un emprunt bancaire. Donc les ratios, c'est d'avoir 20% du financement apporté par le porteur du projet ou les citoyens, j'y viens juste après, et d'avoir 80% d'emprunt auprès des banques. Ce sont des ratios tout à fait standards dans le photovoltaïque et dans le financement de projets d'énergie renouvelable. Et une des volontés des acteurs, on va dire, politiques locaux, c'est d'ouvrir une partie du financement aux citoyens du territoire, avec la mise en place d'un financement participatif. Le montant total du financement participatif n'est pas aujourd'hui totalement défini, mais c'est quelque chose qui se fait très bien et qui est très courant sur les projets d'énergie renouvelable. Euh, qui a un intérêt assez fort pour les citoyens locaux, c'est de pouvoir contribuer au développement d'un projet d'énergie renouvelable locale et en bonus, qui n'est pas négligeable, de percevoir des intérêts. Donc, il y a des plateformes très standards qui gèrent ça. On peut citer Nerfip, on peut citer Landosphère, on peut en citer d'autres. Et l'idée, c'est de proposer d'abord aux habitants de la communauté d'agglomération, puis potentiellement d'ouvrir ça aux autres habitants du Val d'Oise, de leur permettre de participer. Et en fait, il y a une rémunération qui est garantie. Généralement, on est sur 6,5% d'intérêt par an sur 2 ans.
Donc voilà, ça c'est pour la partie financement. Et ensuite, la partie recette, comment en fait on rembourse nous tous nos coûts d'investissement et nos coûts d'emprunt, c'est de postuler à ce qu'on appelle un appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE. Et donc ça c'est euh, c'est explicité sur cette slide plutôt. Cet appel d'offres, qu'est-ce qu'il nous permet? Il nous permet d'obtenir un complément de rémunération garanti par l'État. Dans les faits, on va vendre notre électricité sur les marchés du gros de l'énergie. Et donc, on est soumis à la loi du marché, avec parfois des prix qui seront très élevés, où on vendra notre électricité entre guillemets très cher, et d'autres fois des prix qui seront très faibles, où on vendra notre électricité à un prix très peu intéressant. Et en fait, le mécanisme de complément de rémunération mis en place par l'État, il nous permet d'être sûr d'avoir, quels que soient les prix de marché, le même prix à la fin pour nous. Prenons un exemple, si on sécurise un complément de rémunération à 70 euros du mégawattheure et qu'on vend notre électricité sur le marché à 15 euros du mégawattheure, ben en fait, l'État s'engage à nous verser le complément entre les 15 et les 70. À l'inverse, si on vend notre électricité à 200 euros du mégawattheure sur le marché, c'est nous qui versons à l'État tout le surplus par rapport aux 70 euros qu'on a ainsi sécurisé. Et là, l'intérêt, il est double. Pour le producteur, le porteur de projet, nous, bah, c'est très confortable parce que, on a un prix garanti sur le long terme, des recettes prévisibles, et donc ça permet de sécuriser un plan de financement, de rassurer nos prêteurs. Et pour l'État, son intérêt, c'est de permettre le développement du photovoltaïque en apportant ce cadre rassurant et surtout d'avoir une protection contre les hausses de coûts de l'électricité. À t- C'est par exemple ces projets d'énergie renouvelable sous complément de rémunération qui en 2022 ont permis de largement financer le bouclier énergétique lorsque les prix de l'électricité se sont envolés. Nous, particuliers, on a eu voilà, une bonne maîtrise de nos factures électriques parce qu'il y a eu ce bouclier énergétique mis en place par l'État. Et ce bouclier énergétique était notamment financé par les centrales photovoltaïques ou éoliennes qui vendaient sur le marché à des prix très élevés, mais où toute la différence par rapport au tarif qu'ils avaient sécurisé allait dans l'État et permettait d'avoir cette protection. Donc voilà. L'objectif, donc, c'est donc de sécuriser ce tarif lors de l'appel d'offres de la CRE qui est prévu en fin d'année. Et en cas de non-attribution, de non-obtention de cet appel d'offres, d'autres façons de valoriser l'électricité sont possibles. On peut penser à l'autoconsommation collective, où l'idée serait de fournir l'électricité aux bâtiments publics des collectivités avoisinantes, ou alors au contrat de gré à gré, où là l'idée c'est vraiment de vendre l'électricité à un tarif fixe à un ou plusieurs acteurs sur le long terme. Voilà, c'était un peu dense. Ça Non, non, appellera mais peut-être des questions. c'est vrai que c'est assez spécifique, c'est plutôt nouveau, assez méconnu, mais pourtant c'est fondamental. Alors, alors, avant de revenir à la question précédente, il y en a une qui est directement liée au financement. Donc, tu vas pouvoir continuer. Quand sera ouvert le financement participatif? Oui, alors le financement participatif, il sera lancé en phase prête à construire. Justement, l'idée, c'est qu'il n'y ait aucun risque sur le financement participatif et que, comme on l'a dit, les bénéfices soient assurés pour les participants. Et donc, pour cela, on le met en place en phase prête à construire, c'est-à-dire quand on a obtenu l'ensemble de toutes les autorisations, donc le permis de construire, le tarif de la CRE, qu'on a signé les contrats avec nos installateurs et l'entreprise qui réalisera le retrait des déchets. Donc, et qu'on a sécurisé notre prêt bancaire. Donc, une fois qu'on a tout coché, qu'il n'y a absolument plus aucun risque sur le projet et qu'il ne reste plus qu'à faire, c'est à ce moment-là qu'on lancera sur une plateforme
participatif qui sera choisi, le financement participatif. Donc, a priori, en termes d'horizon, normalement, ce serait début 2027. D'accord. On a encore deux autres questions. Concernant la pollution, est-ce qu'il y a un risque de pollution accidentelle pendant l'exploitation? Donc, je ne pense pas qu'on parle de la pollution existante, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un risque de pollution accidentelle pendant l'exploitation? Euh, Oui, non, c'est après la dépollution du sol, je pense. Donc, Tu, tu veux Ouais, répondre, Elliot? Thomas, ouais, ouais, ouais. Elliot, ok. Justement, alors, déjà, je vais repréciser que justement, ce projet-là permet justement le retrait de pollution qui sont sur le site. Maintenant, sur la phase chantier, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, il y a des engagements qui sont pris dans l'étude d'impact par le pétitionnaire, justement pour limiter, pour réduire le risque de pollution. Et ces engagements-là, ils sont traduits aussi dans les documents de consultation des entreprises. Euh, Justement pour éviter des risques de pollution liés, par exemple, aux engins de chantier, etc. Donc ça, c'est pendant la phase chantier. Et après, durant la phase d'exploitation, en Ouais. fait, il y a pas de pollution qui sera générée enfin, le photovoltaïque, c'est vraiment quelque chose de très neutre. C'est-à-dire que c'est juste le soleil qui tape sur des panneaux noirs. Donc, il n'y a pas Ah oui, il n'y a pas de produit dangereux, quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Et encore une fois, il y a un engagement qui a été pris dans l'étude d'impact, qui est d'éviter notamment toute pollution par toute pollution chimique liée, par exemple, euh, au- à la végétation. Donc, toute la végétation va être, on va dire, traité, le débroussaillage sera réalisé par voie mécanique. Donc il n'y aura pas euh, de, de produits justement phytosanitaires injectés dans le sol. Ok, on a une autre question intéressante également. Est-ce qu'on connaît le bilan carbone du projet? Je peux reprendre la main là-dessus. Oui. On peut en tout cas l'estimer, hein. C'est basé sur des hypothèses. Il y a plusieurs méthodes de calcul, mais il y a deux choses. D'abord, il y a entre guillemets, quel est le coût carbone du projet. Donc, le fait de produire les panneaux, de transporter tout ça, d'installer combien de tonnes de CO2 équivalent ça va gérer. Et ensuite, en prenant toute la production de la centrale photovoltaïque pendant les 30 ans de durée de vie et en comparant au mix électrique français moyen, combien de tonnes de CO2 équivalent euh, vont être évitées. Et donc, euh, nous, ce qu'on peut dire, c'est que le projet, hein, est largement positif en termes de bilan carbone. Il y a donc euh, environ 9000 mégawattheures par an qui vont être produits grâce à notre centrale sur 30 ans. Donc ça nous fait pas mal de production. Et si on compare ça au mix énergétique actuel moyen français, avec évidemment, ça peut être critiqué en disant que le mix va évoluer sur les 30 années. Mais en comparant la moyenne aujourd'hui du mix français, on est sur 495 tonnes de CO2 euh, évitées grâce à la production de cette centrale sur 30 ans. Mhm. Si on compare à côté le coût de production en fait, de nos panneaux, leur transport, etc., on a comme hypothèse que c'est un coût carbone de 30 kg par CO2 équivalent par mégawattheure. Et donc, si on multiplie tout ça par la production sur les 30 ans, on arrive à 270 tonnes de CO2 par an, on va dire, en équivalent produit. Et donc, si on fait le bilan net, ça fait beaucoup de chiffres dit à l'oral. Nous, on estime que sur la durée de vie du projet, il y a 225 tonnes de CO2 équivalent économisés par an.
soit 6750 tonnes sur, sur les 30 ans de durée de vie de notre centrale. Donc voilà, je n'arrive pas à retrouver la main sur la slide, je l'ai retrouvée, ça aurait été peut-être plus simple avec cette slide. Mais donc pour résumer, en gris émis, c'est donc le coût de construction, de transport et d'installation de notre centrale. En vert, c'est le différentiel entre toute la production qu'on va produire sur 30 ans par rapport au mix moyen français aujourd'hui. Et donc en bleu, c'est sur les 30 ans l'estimation qu'on a de tonnes de CO2 évitées. Et puis oui, le dernier point qui est important à avoir en tête, c'est que le temps de retour énergétique des panneaux, c'est entre 1 à 3 ans en fonction des hypothèses qu'on a. Donc le temps de retour énergétique, c'est au bout de combien de temps mon panneau a produit enfin, a eu un effet carbone positif, c'est-à-dire via sa production évité plus Oui, de carbone émis que ce qui était nécessaire pour sa production. Donc voilà, on voit bien qu'on ok, est sur des ordres de grandeur plus de 10 fois inférieurs euh, à, euh, à la durée de vie de notre projet. très bien. Merci Thomas. On a encore un petit peu de temps, alors je n'ai plus de questions dans le chat. Est-ce que une question à l'oral peut-être? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? N'hésitez pas. Ou a besoin d'une précision, un rappel de quelque chose qui n'aurait pas été bien compris? Non? Je- Oui, je vous en prie. voilà. Madame Marigot, je vous en Donc, prie. voilà. Euh, Est-ce que vous pouvez rappeler pour justement le public sur le registre dématérialisé où se trouve justement ce bilan carbone? C'est dans l'étude d'impact. Ce serait intéressant que le public puisse aller consulter ces chapitres-là. Ouais. Non, mais Et ça, voilà. En attendant d'autres questions, je ne voulais pas couper l'élan du public. Donc vous savez la question c'est de savoir où se trouve le bilan en question pour pouvoir le regarder à tête reposée, tous ces chiffres, c'est ça, hein? Exactement, dans le dossier, D'accord. normalement, voilà, voilà, il faut montrer comment il s'articule, ce dossier, sur le registre dématérialisé. peut-être ouais. Voilà. Peut-être repasser sur la slide. Ouais, sur la slide du début sur le registre dématérialisé. Ouais, Voilà, vous D'accord, avez le oui. dossier. Oui, Celle-ci? ouais, voilà. exactement. Euh, enfin, Philippe, Non, tu non, veux que je vas-y, prenne je la t'en parole? prie. Ouais. Justement, le registre numérique est décomposé en quatre parties. La première partie, c'est justement un peu une synthèse du projet pour expliquer son historique, afficher quelques photos, justement rappeler les différents jalons de l'enquête publique, à savoir les permanences, par exemple, de Madame Marigot. Donc le lien de la visioconférence actuelle, le lien de la visioconférence et le lieu aussi de la prochaine réunion publique qui aura lieu le 9 juillet à 18h30 à la mairie de Saint-Brice-sous-Forêt. Euh, il y a aussi justement dans la partie le dossier toutes les pièces qui ont été déposées par Plaine Vallée lors du dépôt du permis de construire. Il y a aussi les avis, donc l'avis de la MRAE, donc l'autorité environnementale régionale, qui a donné son avis sur l'étude d'impact. Et justement, nous, on a, enfin, c'est une obligation de répondre à cet avis-là. Donc, le pétitionnaire a réalisé un mémoire de réponse pour justement qu'on justifie, qu'on apporte peut-être des précisions à cet avis-là, qu'on apporte aussi potentiellement d'autres engagements qui sont présents dans l'étude d'impact. Donc tout ça, c'est dans l'onglet dossier donc, que vous voyez en bleu.
Il y a aussi les avis donc, des différentes collectivités voisines, donc forcément Saint-Brice-sous-Forêt, Groslay, Sarcelles, la communauté d'agglomération Plaine-Vallée, mais aussi Roissy Pays de France. Donc tout ça, tous ces avis-là, vous pourrez les consulter dans le dossier là. L'étude de pollution aussi est présente dedans. Pour Merci. déposer. Ouais. Oui, vas-y, continue, on a du temps, vas-y. Ouais, ouais. Pardon. Pour justement déposer votre contribution, donc c'est l'onglet tout à droite, donc déposer votre contribution. Euh, Normalement, vous verrez, c'est assez intuitif. Il y a plusieurs cases à remplir où justement, en fait, là, l'idée, c'est euh, de rédiger votre contribution, votre observation, qui va, elle, être apparente justement à tout public. Et justement, nous, porteurs de projet, on aura pour objectif d'y répondre, d'apporter justement des précisions. Et Madame Marigot, justement, va récolter à la fois ces questions et ces réponses pour le synthétiser euh, dans un rapport. Et puis, justement, donc, le dernier onglet, donc celui qui est encadré en vert, c'est justement pour consulter les contributions qui ont déjà été réalisées. Bon, Hmm. Qui pour ont déjà justement été déposés, c'est pas. ça? Voilà, exactement. Pour éviter, par exemple, un doublon ou justement peut-être s'inspirer de contributions existantes. Je ne sais pas si Madame Marigot, vous voulez préciser certaines choses. Ah, votre Voilà. micro est coupé. Non, ça me va, mais s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être qu'on pourrait se connecter sur le registre et partager l'écran pour en rendre Ah, vivant la navigation, mais ça, ok, c'est en Est-ce qu'on peut le attendant. faire? Oui, on devrait pouvoir le faire. Je vois qu'il y a une ok. question qui est en train d'être rédigée, donc on a le temps peut-être d'aller directement dessus. Ce sera encore plus parlant, c'est sûr. Ouais, je peux. C'est Thomas Ou qui a la technique. Thomas, Je vais, je vais arrêter t'es connecté, provisoirement. sinon je peux le présenter, hein, Ouais, je te laisse si tu prendre la veux. main. Pas de souci. Alors, hop, euh, tac. Donc normalement, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfaitement. Ok. Voilà. Donc ça y est, on est dessus. Donc comme j'introduisais, donc là c'est l'accueil, donc la petite maison. Vous cliquez dessus, là vous avez une synthèse du projet ici. Oula, perdu la. C'est pas grave, je vais repartager. Donc nous voilà. Le site. Le projet, voilà quelques informations, une présentation de la première pièce graphique du permis de construire, présentation du maître d'ouvrage, présentation aussi de l'enquête publique, justement, bah, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'une enquête publique, là où on peut déposer justement les observations, vos observations de manière en présentiel euh, sur les registres. Une présentation de justement quel est le rôle de la commissaire enquêtrice, qui est déjà. Et puis justement, c'est ce que je disais, c'est les permanences. Quand est-ce qu'elles se font, où est-ce qu'elles sont, donc à la direction des services techniques donc de Saint-Brice-Forêt, donc cette rue de la Forêt, mercredi 24 juin, mercredi 15 juillet et lundi 20 juillet. Les réunions publiques où justement, là, si vous cliquez sur détails, hop, normalement, on peut avoir un lien d'inscription ici. Donc ça, c'est celle d'aujourd'hui, donc je ne vais pas m'inscrire. Mais vous pouvez appuyer sur la réunion publique du 9 juillet ici, dans détail, si vous ne souhaitez pas être en présentiel. Mais bien sûr, l'idéal, ce serait de vous accueillir à la mairie de Saint-Brice-sous-Forêt le 9 juillet à 18h30. Absolument. Le registre numérique, donc, outre l'accueil, est composé du dossier, où justement on va retrouver donc
euh, ici toutes les pièces déposées dans le cadre du permis de construire. Donc, le CERFA et ses annexes, c'est très administratif. L'étude d'impact, donc c'est un document d'environ 400 pages qui est assez lourd, mais justement qui détaille tous les volets, donc biodiversité, volet humain, paysager, etc. Et justement qui démontre que notre projet a un impact résiduel faible sur son environnement. Ok. Les pièces graphiques, c'est en fait des plans d'architecte pour justement avoir des coupes, se Justement, situer ouais, pardon. c'est bien dans l'étude d'impact que vous aurez le bilan carbone. Oui, exactement, c'est ici, là, Oui, étude du coup, d'impact oui. EDF. Alors, Si tu petite peux accélérer un précision tout aussi, petit peu, parce qu'on a 2 autres questions derrière, mince, ok, bon, s'il te plaît. Je pense juste que pour les préciser. gens comprennent. Juste pour préciser, si vous voulez une synthèse de l'étude d'impact de 400 pages, il y a un résumé de cette étude-là qui s'appelle le résumé non technique, qui est peut-être un peu plus digeste. Bon, voilà, je passe les études, mais voilà, il y a bien l'étude de pollution ici, l'avis de la MRAE et notre courrier de mémoire en réponse qui se situe ici. Et donc pour déposer votre contribution, c'est ici. Vous remplissez toutes les cases, tac, 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 et vous cliquez à la fin bien cliquer sur «Je dépose ma contribution sur le registre». Et pour consulter celles qui ont déjà été déposées, vous cliquez ici sur «Consulter les contributions». Bon, là, il y a pas de contribution, mais s'il y en avait, vous les verrez ici. Ok. Voilà, Alors, je laisse la main. ok, 2 questions. Je n'ai pas compris le complément de rémunération. Pouvez-vous me le réexpliquer? Et peut-être, puisqu'on est sur les questions financières aussi, y a-t-il un prix garanti par les usagers? Je pense que c'est pour les usagers plutôt. Faut-il demander un raccordement pour en bénéficier? Oui, je vais essayer Alors, de complément de reformuler. rémunération déjà. Oui, complément de rémunération, en fait, c'est un mécanisme de l'État pour soutenir le développement des projets photovoltaïques et il permet aux porteurs de projets photovoltaïques d'être sûr qu'il va bénéficier d'une électricité à acheter à un tarif fixe pendant 20 ans. Comment ça se passe? En fait, dans les faits, on va vendre sur les marchés. Il y aura des moments où le marché sera bas et donc on vendra peu cher, d'autres moments où le marché sera haut et on vendra très cher. Mais cette variation et ce manque de visibilité, ça aide pas à développer des projets, vu que c'est dur de faire des plans de financement, c'est dur de convaincre les banques de nous suivre, etc., etc. Donc l'État a mis en place ce qu'ils appellent un complément de rémunération. Et en fait, on va sécuriser via l'appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie un tarif. Prenons un exemple, 80 euros du mégawattheure. Et comment ça marche? On va vendre notre électricité sur le marché. Si on vend en dessous de ces 80 euros du mégawattheure, l'État va nous fournir la différence, de telle sorte que, in fine, à la fin, on aura toujours 80 euros du mégawattheure. Si à l'inverse, les marchés sont élevés et qu'on vend cette électricité plus cher que les 80 euros du mégawattheure, c'est nous qui allons Contribuer. donner le surplus à l'État. Ce qui fait que, Ok. in fine, nous, on peut mettre dans notre modèle et on peut dire à nos financeurs que voilà, dans tous les cas, on va vendre cette électricité à 80 euros du mégawattheure. Et Ok. ensuite, pour l'autre question, ouais, Oui, y pardon. a-t-il un prix garanti pour les usagers? Oui, donc pour l'autre Et question, donc, faut-il demander un raccordement pour en bénéficier? Ça va avec. oui. Ça a été évoqué en début de réunion. Il n'y a aucun impact sur l'usager et sur la facture du particulier. Si je comprends bien la question. Le particulier va garder son contrat de fourniture en électricité classique et ça ne sera pas altéré financièrement. Il n'y aura aucun changement, donc il n'y aura pas besoin de faire de demande de raccordement ou autre. La seule chose, c'est que physiquement, l'électron allant au plus proche, il se peut que concrètement, ce soit l'électricité de la centrale photovoltaïque juste à côté qui vous permettra d'allumer d'allumer La les machine à café de luminaires, la même façon. de lancer le four ou que sais-je.
Mais voilà, en termes de valorisation, il n'y a aucun impact C'est transparent. pour le particulier et il n'y a absolument rien à faire. Ok, ben, on est arrivé à la fin de ce webinaire. Donc, déjà, je remercie tous les participants et le CIGF, Madame Marigot, tous ceux qui ont contribué à cette réunion. N'oubliez pas, on le dit, mais on le répète, vous avez jusqu'au 20 juillet pour donner votre avis, c'est important. Vous pouvez même reposer les mêmes questions, hein, c'est pas un problème. Après avoir lu peut-être les dossiers, d'autres questions vont apparaître, donc n'hésitez pas. Et il y a cette réunion du 9 juillet en présentiel en mairie de Saint-Brice. Nous serons tous là et on se fera un plaisir de répondre directement aux questions que vous poserez ce jour-là. Donc n'hésitez pas également. Voilà, bah écoutez, merci à toutes, merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Au revoir.